3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Zakaria Darwish est avec nous ce soir, responsable des solutions d'investissement taux et crédit chez CPR Asset Management. Bonsoir Zakaria. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Benoît Pelloual de nous accompagner également. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Vous êtes stratégiste chez Vega IM et Michel Martinez qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Michel. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes chef économiste Europe de Société Générale CIB. Attaquons avec la politique monétaire en zone euro, Michel, si vous le voulez bien. Donc, depuis le 3 février dernier, la communication de la Banque Centrale Européenne a bougé. On parle d'un pivot en termes de communication, avec l'abandon de la stratégie de patience et de persistance qui perdurait depuis longtemps. La BCE estime aujourd'hui que ses objectifs sont atteints ou en passe de l'être prochainement et ouvre donc la voie à une normalisation un peu plus rapide que ce qu'on pouvait imaginer. Qu'est-ce qui a changé en un mois entre la réunion du mois de décembre et la réunion de début février sur le plan des fondamentaux économiques en zone euro, hein, qu'est-ce qui vient motiver ce revirement en termes de communication? Et une fois la surprise passée, puisque je sais que ça a surpris quand même beaucoup de monde dans le marché, quels sont les enseignements qu'on en tire pour la suite? Bon, déjà, il faut commencer par dire que si on regarde les déclarations écrites, il n'y a pas de changement pour l'instant dans la politique monétaire. En fait, la grande surprise pour tous les ECB Watchers, ceux qui surveillent la BCE, c'est le fait que quand Christine Lagarde a été interrogée sur la possibilité de remonter des taux cette année, elle a rien dit, elle n'a pas exclu. Et donc, alors que jusqu'à présent, la plupart des membres de la BCE indiquaient qu'il était extrêmement peu probable, voire improbable, que les taux remontent. Donc là, on ouvre la porte à une remontée des taux directeurs dès cette année. Et donc, finalement, c'est la BCE qui rejoint un peu les anticipations de marché sur ce sujet. Qu'est-ce qui a changé? En fait, dans les chiffres, pas grand-chose, finalement. On a peut-être des chiffres d'inflation un peu supérieurs à ce qui a été anticipé. Mais on a la confirmation que l'économie se tient bien, que le marché du travail se tient bien. Je pense que ce qui a changé, c'est peut-être la réalisation que cette trajectoire très prudente de remonte, donc complètement attendre 2023, et après 2023, s'il faut remonter ces taux directeurs de façon graduelle, et pareil pour le quantitative easing, ça a amené à un calendrier extrêmement lointain de remonter des taux d'intérêt à des niveaux positifs en 2024. Et là, c'est probablement, compte tenu d'un potentiel changement de régime inflationniste et compte tenu du fait que maintenant, avec les risques inflationnistes, la transition climatique, les marchés du travail tendus, donc des hausses de salaire potentielles, le risque, c'est que la BCE, finalement, voit régulièrement des taux d'inflation à 2%. Et si c'est le cas, il faut normaliser ces taux directeurs. Et normaliser ces taux directeurs, c'est pas moins 0,50%, c'est probablement des taux directeurs au-delà de 0,5%. Après, on pourra débattre. Entre 0,5% et 2%, il y a des marges, mais au moins au-delà de 0,5%. Et donc, il ne faut pas attendre de 2023 pour remonter de moins 0,50 à 0,5%. Oui, donc pour vous, l'idée, c'est pas juste de ramener le taux de dépôt à zéro. Non. Oui, non, mais parce que dans les calls des ECB Watchers, beaucoup s'arrêtent à zéro. En disant, on prend acte du changement de communication, on met le taux de dépôt à zéro, et puis ensuite, on verra. Vous, déjà, vous allez plus loin, Michel. Oui. Alors, oui. Alors, le marché, lui, il pense que le nouveau niveau, pas tout de suite, 2023, 2024, ça va être entre 0,50 et 0,75. Nous, notre vue, c'est que c'est probablement au-dessus de ça. Après, il y a un débat. Alors, c'est un débat qui est un peu technique, qui est le taux d'intérêt réel neutre, le R-star en anglais. Il se trouve que... Il faut dire juste le taux, le taux d'équilibre de l'économie. Voilà. Qui ne produit aucune friction dans l'économie. Voilà, alors grosso modo, c'est... ni tension inflationniste, ni tension déflationniste. C'est exactement, vous l'avez bien résumé. On le découvre ex post, à peu près. C'est très difficile de le calculer avant. Il y a beaucoup d'incertitudes. Par contre, ce qu'on sait, c'est que avant la grande crise financière,
sous l'ère Trichet, il était à 1,7, 1,8. Donc le taux d'intérêt réel, donc taux nominaux était ça plus l'inflation. Donc à l'époque, il y avait une inflation de 2%, donc ça fait en moyenne un taux d'intérêt à 3 nominal à 3,75, donc très loin du moins 0,50 qu'on est aujourd'hui. Sous Draghi, ce taux d'intérêt réel, il était beaucoup plus bas parce qu'on avait des taux d'intérêt, une inflation faible à 1, des taux directeurs à moins 0,50, donc au moins un taux réel à moins 1,5. Entre moins 1,5 et 1,75, voilà, il y a une marge énorme, mais effectivement au moins positif et probablement au-dessus, parce qu'il y a quand même les risques inflationnistes sont quand même assez nombreux maintenant aujourd'hui. Et on est en train de changer complètement d'air par rapport à la longue période entre la grande crise financière et 2019, période dans laquelle finalement on a une section de crise où il y avait des excès de capacité dans l'économie, où les marchés du travail n'étaient jamais tendus, le taux de chômage était toujours plus élevé de tout ce qu'on pouvait imaginer comme taux de chômage structurel. Et donc il n'y avait pas de pression salariale. Aujourd'hui, on y est déjà, quoi. On a déjà le taux de chômage le plus bas de 30 ans. Ouais. Donc, mais des hausses de salaire pour l'instant inférieures à 2%. Voilà. Alors effectivement, pour l'instant, les hausses de salaire, elles sont pas encore là en zone euro. Mais en même temps, si la BCE regarde ce qui se passe un peu dans les autres pays qui sont un peu en avance sur le cycle économique, les hausses de salaire, elles sont là, quoi. Et normalement, les modèles macroéconomiques de la BCE devraient lui dire, si j'ai une inflation au-dessus de 2%, à 3 ou à 4%, si j'ai un taux de chômage en dessous de tout ce qu'on n'a jamais connu depuis 30 ans, normalement, les salaires vont accélérer. D'accord. Bon. Donc là, vous dites que le revirement est fondé quand même. Oui, au moins un principe de précaution qui est d'arrêter d'avoir une politique monétaire extrêmement accommodante avec des taux d'intérêt réels qui sont à moins 1,5, moins 2, etc. Et revenir à quelque chose qui est de l'ordre de la norme, on peut discuter, c'est de zéro à quelque chose, mais au moins revenir à ça le plus rapidement possible. Bon, il faut revenir déjà à zéro. Benoît, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Comment vous lisez 15 jours après le revirement en termes de communication de la BCE et qu'est-ce que ça implique pour le stratégiste là, que vous êtes ? Les conditions, en tout cas, ne sont plus tenables avec une situation comme on la traverse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier le fait que ces pressions inflationnistes soient là et finalement perdurent un peu plus longtemps que prévu. Donc ça, on ne peut pas le nier. Il y a probablement une volonté aussi de ménager sa crédibilité, de restaurer sa crédibilité. Il ne faut pas oublier que la BCE est quand même la dernière parmi les grandes banques centrales à faire un peu ce changement de rhétorique. Maintenant, est-ce que c'est de nature à aller beaucoup plus loin ? Là, nous, on en doute en tout cas. On pense que c'est juste le tout début d'un processus de normalisation, parce qu'on n'est absolument pas convaincu encore à l'heure d'aujourd'hui que c'est un changement de régime en termes d'inflation. Et donc, effectivement, certes, elle a indiqué que la situation avait changé. Elle a aussi indiqué qu'on se rapprochait de la cible, mais elle a aussi bien précisé déjà le séquencement, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de toucher au taux tant qu'on n'aura pas réalisé la fin du programme d'achat d'actifs. Donc ça nous laisse du temps. Alors probablement, on va annoncer une réduction plus rapide que ce qui était anticipé. Enfin, en tout cas, on va annoncer une réduction plus rapide en mars, a priori. Maintenant, ça ne garantit pas qu'on fera quelque chose de significatif sur les taux aussi rapidement, pour la bonne et simple raison, notamment, c'est toujours ce débat lié à l'inflation, c'est que cette inflation est une problématique qui est essentiellement une problématique d'offres, sur lesquelles, effectivement, les banques centrales ne peuvent pas directement agir. En réalité, si les banques centrales voulaient absolument tuer l'inflation aujourd'hui, il faudrait des taux déjà beaucoup plus élevés que ce qu'ils font aujourd'hui. Et si vous regardez, c'était un peu amusant, mais c'est complètement dépassé, mais la règle de Taylor que vous faites sur, par exemple, les fondamentaux de l'économie américaine, il faudrait des taux qui soient à 8, quoi, par rapport à l'inflation qu'on a aujourd'hui, ce qui est absolument pas envisageable et ce qui est absolument pas ce que feront les banques centrales. Donc il y a pour nous une volonté de ménager la crédibilité face à ces pressions inflationnistes, mais ça ne veut pas dire qu'on va immédiatement se plonger dans une spirale inflationniste, ou en tout cas un changement de régime de l'inflation. Pour nous, il y a encore, je pense qu'il ne faut pas enterrer le caractère encore transitoire, même si le mot est abandonné aux US. Aux US, il se passe effectivement quelque chose sur les salaires où ça se généralise. Ce n'est pas encore le cas en Europe. Et en Europe, une bonne partie de cette inflation est éminemment liée aux matières premières, dont on peut s'attendre à ce qu'elle reflue cette année, peut-être même plus rapidement que ce qui est dans l'esprit des marchés. Le phénomène endogène n'est pas encore caractérisé pour vous en zone euro. C'est ça.
C'est ça, on manque. Et donc il y aura encore beaucoup d'étapes à valider ou de points de... Oui. À notre sens, en tout cas... De checkpoint à valider. Exactement. Encore une fois, on ne peut pas changer la politique monétaire aussi rapidement. On va prendre beaucoup de précautions. Quand on a changé la politique monétaire, déjà en prenant pas mal de précautions, ça s'est souvent terminé par des grosses difficultés à la fois pour les marchés et puis ensuite pour l'économie. Donc je pense qu'il y a un degré de précaution qui va être malgré tout accru, mais il faut ménager cette crédibilité et montrer qu'on ne reste pas sans rien faire face à l'objectif principal qui est de lutter contre des pressions inflationnistes qu'on ne peut pas nier. Bon, Zakaria, je prolonge la question, je la durcis un peu. Est-ce que c'est un peu est-ce qu'il y a l'idée, si c'est le retour à l'époque Trichet et que l'ère Draghi n'a été qu'une parenthèse dans l'histoire de la BCE, est-ce que ça nous ramène à 2011, 2008, des moments où la BCE, alors c'est facile à dire aujourd'hui, mais a pu commettre des erreurs de politique monétaire importantes? Est-ce que ce risque-là, aujourd'hui, est un risque important? Ou est-ce qu'à ce stade, on peut juste considérer que c'est le début d'un long processus, effectivement, qui n'est pas encore achevé et abouti, ou même écrit d'une certaine manière. Je rejoins mon confrère, je pense qu'il n'y a pas péril dans la demeure aujourd'hui. Alors déjà, ce qu'il faut... Il y a un sujet à la BCE, il n'y a pas une personne derrière, ils sont très nombreux à décider. Ouais. Et donc, il y a toujours ce consensus à faire émerger. Alors, c'était déjà dur de l'époque de Draghi, mais il y arrivait. Vers un côté, on va dire, plus dovish, plus sportif pour l'économie. Aujourd'hui, la BCE, elle prend juste acte du fait qu'il y a un an, on se disait l'inflation, en 2022, on n'en parlera plus. Finalement, ce côté transitoire a été plus long que prévu. Donc, il faut qu'elle s'ouvre la porte à une potentielle remontée plus rapide que prévu. Et d'ailleurs, je suis d'accord, il n'y a rien qui a changé sur ce qui est écrit. Mais sur la partie orale, sur la communication, sur la guidance orale, il y a eu ce revirement dans le sens où, avant, on avait une vision à un an, c'est-à-dire d'ici fin 2022, globalement, quoi qu'il se passe, on ne fera rien. Aujourd'hui, le mot-clé qui revient dans toutes les déclarations, que ce soit en conférence de presse ou après, c'est la flexibilité. C'est de dire, on va voir en fonction des données qui arrivent et on va agir en conséquence. Le point crucial pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de désancrage d'anticipation d'inflation, c'est-à-dire que tout le monde ne commence pas à penser qu'il y a cette spirale inflationniste qui s'installe, et du coup que ça a un impact majeur sur les salaires. Un peu d'augmentation de salaire, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la conso, mais une augmentation qui soit massive, ça va justement alimenter cette boucle prix-salaire, et c'est ça que la BCE veut éviter. Aujourd'hui, quand on regarde les anticipations d'inflation, on voit deux choses. En fait, aujourd'hui, quand on compare ça par rapport à ce qu'il y a dans le marché, on voit déjà que le marché a interprété de façon extrêmement agressive le fait que... Parce que déjà, le marché, il attendait une hausse à la fin de l'année avant que Lagarde... C'est pour ça que la question est revenue, justement. Pourquoi est-ce que la BCE augmente les taux ou pas? Finalement, quand elle ne s'est plus engagée à ne pas augmenter les taux, eh bien là, maintenant, on est passé de 10 points de base. C'est un feu vert pour le marché pour y aller. Exactement. Oui. Et deuxième chose qui s'est passée, ce sont les anticipations d'inflation très longues, le fameux 5 ans dans 5 ans, comment le marché voit l'inflation dans 5 ans, et du coup qui est un peu indépendante, on va dire, des facteurs transitoires. Là où on était arrivé à la cible des 2, là on repart vers les 1,75. Donc il n'y a pas... Le risque est là quand même que la BCE, si elle fait vraiment... C'est ne surprend une deuxième fois en enclenchant dès maintenant un cycle très agressif de hausse des taux. Il y a vraiment ce sujet de, disons-le, de déflation, d'inflation, loin de l'objectif de l'inflation à long terme qui pourrait revenir comme sujet en zone euro. Comment le marché... Alors, il y a les anticipations de marché dans les marchés dérivés, futurs, options, etc. Et puis, il y a le marché aussi un peu dur, le crédit, les actions, bien sûr. Comment le marché, là, sur la partie crédit, que vous suivez de près, comment le marché s'est adapté à cette nouvelle communication? Est-ce qu'on reste dans quelque chose de connu ou est-ce qu'on a déjà des signaux de fragilité On a une inconnue majeure, c'est que la BCE, grosso modo, avec son programme d'achat d'actifs, elle achetait beaucoup. Elle achetait beaucoup de crédits. Et du coup, ça a ramené... Le marché des crédits, comme n'importe quel actif financier, c'est l'offre et la demande, et on a un prix d'équilibre par rapport à cette offre et demande. Donc là, si la BCE n'achète plus,
c'est un acteur de moins qui achète, donc ça baisse la demande, donc le prix va globalement va baisser. Donc c'est cette réévaluation à laquelle on assiste sur le marché du crédit, et on le voit sur le marché du crédit a subi la hausse des taux qu'on l'a vu de façon généralisée, mais aussi sur cet écartement de spread qui est vraiment lié à cette question de flux, c'est-à-dire qu'il y a moins d'acheteurs et qui quelque part se déconnecte des fondamentaux. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le sujet, c'est qu'il n'y a pas de sujet enfin, quand on regarde les résultats des entreprises, quand on regarde les bilans qui sont gonflés à bloc de cash, il n'y a pas de sujet de faillite. Les taux de défaut anticipés sur la zone euro sont proches de zéro sur le segment investment grade. Et pourtant, quand on regarde les spreads de crédit, ils reflètent un taux de défaut cumulé à 5 ans d'environ 5%, ce qui est complètement... Donc c'est bien la communication de la politique monétaire, enfin de la BCE, qui est à l'origine de ces mouvements que vous décrivez. Oui, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un rôle majeur qui a été changé au niveau de la BCE, c'est le sujet de la fragmentation de la zone. Aujourd'hui, la BCE, c'était pas du tout le sujet. Je vous rappelle la première conférence de presse de Christine Lagarde où il dit « Nous ne sommes pas là pour compresser les spreads ». Aujourd'hui, on avance la cassette aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est que c'est devenu implicitement un des sujets, un des rôles non officiels, mais dans la réalité c'est le cas, de la Banque Centrale Européenne. Il dit que voilà, s'il y a une fragmentation au niveau de la zone, c'est pas bon pour la formation des prix, et donc ça fait partie de notre mandat. Donc on voit que la stabilité financière, même si c'était implicitement dans le mandat, elle est de plus en plus présente. On peut évoquer un sujet de débat, ça. Ouais. Alors oui, allez-y Michel. Mais après, le fait c'est pas la BCE de gérer les spreads. C'est pas dans son statut, c'est pas écrit nulle part. C'est l'intégrité de l'euro. C'est pas écrit dans son statut, en tout cas. Voilà. Et en particulier, il y a toute la question de la prohibition de la financement monétaire et tous les débats avec la Cour européenne de justice, la Cour constitutionnelle allemande. Donc c'est pas du tout, et c'est un sujet pas du tout évident. En fait, il n'y a pas eu de vrai sujet politique ni de discussion de la Cour européenne de justice, tout simplement parce que Draghi nous disait moi, j'ai un seul mandat, c'est la stabilité des prix que j'ai défini à 2%. Il y a 1% d'inflation depuis X temps. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Voilà, 10 ans, quasiment. 1% d'inflation, très loin des 2% d'inflation. Donc, je me dis, moi, le seul reproche qu'on puisse me faire, c'est de ne pas en faire assez. Donc, j'en remets, je baisse les taux, je refais du quantitative easing, des opérations de refinancement des banques. Genre, je fais mon métier, qui est de remonter à l'inflation, sachant, en plus, on sait qu'il y a beaucoup de retard entre la décision qui sont prises et l'impact sur l'inflation. Les retards sont énormes parce qu'il faut passer par le canal du crédit ou la devise, et après l'économie réelle s'ajuste, et après l'économie réelle, le marché du travail, et après le marché du travail, c'est les salaires, après c'est l'inflation. Donc il y a un temps très très long. Mais si on change de régime, alors effectivement il y a un débat, si on change de régime, mais s'il n'y a plus 1% d'inflation tout le temps, mais on est plus proche de 2% d'inflation, là la BCE ne pourra pas dire à la Cour européenne de justice, à la Cour constitutionnelle allemande et à l'Allemagne, écoutez, moi je ne suis pas à mon mandat et il faut que je continue de refaire. Non. Et donc, qui gère les spreads ? Alors, donc là, c'est un autre sujet, mais c'est un sujet politique qui a été défini dans les traités, qui est finalement est redéfini après la crise grecque, qui est finalement, si un pays a des problèmes de refinancement, il va voir l'ESM, il fait un programme, il y a des outils, il y a des programmes et après la BCE, conditionnellement à un programme, utiliser un outil qu'on appelle l'OMT. C'est ce qui a été signé, traité, etc. Donc il faut bien voir que la BCE a effectivement compressé les spreads parce qu'il y avait un outil qui était doublement puissant, quantitative easing, et puis tous les autres outils, toutes ces outils de politique monétaire, avaient un impact à la fois sur l'inflation qui était son mandat primaire, et puis secondairement sur toutes les dettes. Si jamais l'inflation revient à 2%, le whatever it takes n'existe plus.
en tout cas, c'est pas ce qui est prévu par les traités. Ah oui, je sais. Ça veut pas dire. Après, il y a un sujet politique. Après, on peut très bien. Je comprends très bien ceux qui disent que politiquement, la BCE ne pourra pas être indépendante et sera obligée de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'écrasement des dettes. Mais ce serait probablement à l'encontre. En tout cas, c'est sûrement à l'encontre de toutes les institutions qui ont été créées. Il y a quand même l'idée. Je vous laisse réagir tous, mais il y a quand même l'idée que oui. On a fait de l'ère Draghi le nouveau mandat de la BCE et en fait, il faut se désancrer peut-être de cette idée. Oui, mais on a une ère Trichet, une ère Draghi. On ne sait pas ce que Lagarde, elle sort après ça. Mais comme dans toutes les économies, il y a des différents régimes, croissance, inflation, etc., politique monétaire, et tout dépend du prochain régime dans lequel on est en train de rentrer. Ouais. Benoît et puis Zakaria. Non, mais c'est vrai que depuis l'ère Draghi, on a eu tendance à ajouter énormément d'objectifs à la Banque centrale, à la BCE et aux banques centrales en général. C'est un peu le cas un peu partout dans le monde. Il y a quand même quelque chose qui est très intéressant. Alors que la BCE n'a qu'une seule boussole, l'inflation, comme le disait Jean-Claude Trichet. Et visiblement, les institutions... Ben non, mais on y revient. Les institutions européennes, en tout cas manifestement, semblent en avoir conscience, puisqu'on a essayé de développer d'autres outils à côté de la politique monétaire. Et c'est tout le sens, justement, indirectement, qui est censé piloter les spreads. C'est pas piloter les spreads, c'est pas l'expression adaptée, mais éviter ce genre de problématique. C'est ces programmes Next Generation EU qui vont permettre justement de renforcer une espèce de gouvernance de la zone euro d'un point de vue financier, de renforcer l'homogénéité. Enfin, c'est là-dessus où effectivement il va falloir faire des avancées. Et donc si la BCE normalise plus vite que prévu, il va falloir qu'on aille plus vite que prévu aussi sur ces sujets-là. Et bien ça, justement, régulièrement, Draghi, même lui qui s'octroyait énormément de possibilités, voyait beaucoup de possibilités dans la politique monétaire, s'en remettait souvent à chaque meeting, à l'exigence de réformes dans chacun de ces pays, etc. Et je trouve qu'avec ce nouveau plan qui vient compléter ce que fait aujourd'hui la BCE, on a réellement avancé, justement. Ouais, Zakaria. Justement, en fait, c'est un exemple très, très pertinent, la Next Generation EU. On le voit ce programme, il a accouché quand pendant la crise sanitaire. Et qui a comblé en fait le trou en attendant, c'est le programme PEP. N'oublions pas que le programme d'achat pandémique, c'était un programme qui ne respectait pas les capital key, dans lequel il y avait... Et ça, c'est complètement nouveau. Et honnêtement, si on se limite uniquement au mandat de l'inflation, je vois mal comment on justifie justement cette flexibilité de ce programme PEP. Et on voit qu'il y a deux débats. Il est fini le PEP, là. Oui, mais bon, l'APP, est-ce que le réinvestissement de l'APP, est-ce qu'on va avoir... On va dévier un peu de répartition. On voit quelques déclarations complètement, on va dire, complètement secondaires sur le sujet. Il y a le sujet de l'OMT, qui revient sur le devant de la scène pour dire... Aujourd'hui, c'est très stigmatisant si un pays va demander l'OMT. Donc, il faut revoir les conditions. Donc, on cherche, au fait, d'autres moyens de le faire. Mais en attendant, il y a ces moyens-là. S'ils ne sont pas suffisants, la BCE, elle reste quand même là en dernier recours, en attendant, tout en disant que ce n'est pas son rôle, tout en disant que c'est son moyen principal. Je suis complètement d'accord, son mandat officiel, c'est un mandat uniquement sur l'inflation, mais elle lie d'une façon ou d'une autre la fragmentation de la zone, le risque de fragmentation de la zone au prix de l'inflation. C'est compliqué, Michel, que la BCE se retire trop vite de la responsabilité qu'elle a assumée pendant tant d'années, sans avoir quand même la garantie que les États, que les politiques vont prendre leur part de responsabilité sur ces questions-là. Oui, après, si on se souvient bien de la séquence là, qu'on vient de connaître, qui a commencé avec le Whatever It Takes de Draghi, et où donc la BCE qui met en place tous ces outils qu'on n'avait jamais imaginés auparavant pour lutter contre l'inflation et aussi contre le risque de fragmentation. Il ne faut pas oublier qu'ils viennent après la fameuse conférence de Deauville et finalement le lancement de tous ces mécanismes européens de stabilité, le lancement du projet de l'union bancaire, le marché des capitaux. Donc une sorte de bond en avant dans la construction de l'Union européenne. À l'époque, de la lettre des 5 présidents de l'Europe, disons, on va dessiner un futur pour les prochaines décennies pour créer l'intégration européenne, c'est 2012. C'est le même moment que Draghi. Et en termes d'historique, Draghi ne le dit que parce que finalement, il a une sorte de backup, de support politique qui sait qu'il y a des institutions européennes. Puis après, et c'est juste après, on se demande ça va être quoi le Whatever It Takes, c'est l'OMT, mais l'OMT qui est conditionnel à un plan d'une institution qui vient d'être créée par les gouvernements.
Donc c'est juste pour dire ça, c'est qu'il y a une sorte de va-et-vient entre ce que peut faire la BCE et finalement la structure institutionnelle, qui est aujourd'hui limitée par les traités, qui a toujours qui souffre toujours les mêmes maux, démons depuis sa création. Et là, on va effectivement, il y a beaucoup de signes dans ce qu'on dit, mais si effectivement on va dans un nouveau régime de croissance et d'inflation. Ce qui est votre scénario. Hein. Oui. Mais même celle du marché, vous le disiez, l'inflation elle est légèrement inférieure à 2, mais c'est pas loin. De tous les cas, ça veut dire probablement une normalisation des taux d'intérêt. On ne va pas rester à moins 0,5. Il n'y a personne qui imagine qu'on va rester à moins 0,5 et qu'on va faire du quantitative. Non. Il y a une normalisation qui est devant nous. On ne sait pas jusqu'à où encore, mais on voit bien que... une fois qu'on y sera, les capacités d'action de la BCE sont moindres qu'auparavant. Elles sont déjà très encadrées par la Cour européenne de justice. On l'oublie souvent. Et pourquoi est-ce que la BCE a fait le BEP? Pourquoi et pas l'ancien programme? Pourquoi la BCE s'est limitée à une détention d'environ 25% de la dette de tous les pays? C'est pas un hasard? Non. C'est pas du tout un hasard. C'est lié aux contraintes qui viennent de la Cour européenne de justice, qui elle-même lui demande de mettre en place une stratégie de sortie de sa politique monétaire, y compris de ses achats d'actifs. Ça doit être temporaire. Donc, elle est très encadrée. Donc, tout ça pour dire qu'on n'est pas au bord, à moins d'un choc extérieur, mais on n'est pas au bord d'une crise de la dette maintenant. Quoi. Les taux sont très bas, etc. On parle de quelque chose qui pourrait advenir si jamais on revenait à des taux d'intérêt qui ressemblent plus à l'air trichère, on va dire. Donc, une absence de ce type d'outils. Mais il n'en reste pas moins qu'il faudra construire, rebâtir ces institutions, et ça probablement ça appelle un changement des traités. S'il n'y a pas de changement des traités, ça veut dire effectivement, comme ça a été évoqué ici ou là, des outils qu'on a déjà mis en place, comme le NGEU, donc le plan de relance européen, qui devrait être plus permanent. Je rappelle simplement que ces outils-là, ils sont symétriques. Pourquoi ça a été plus facile de le mettre en place? C'est pas c'est comme pour le quantitative easing. De facto, l'impact est asymétrique. Il bénéficie aux pays qui en ont plus le besoin. Mais le choc en lui-même, que ce soit une inflation très faible ou une pandémie, il est symétrique. Donc, d'un point de vue politique, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. La vraie difficulté de la zone euro, c'est en cas de choc asymétrique qui touche un seul pays, on en revient toujours. Comment on fait? Et on aujourd'hui, transfert, solidarité, on revient toujours au même. On en revient, et là, c'est beaucoup plus difficile de l'organiser. En mai 2020, donc 18 mai 2020, discours Macron-Merkel pour annoncer donc le plan Next Generation EU, parlait du moment hamiltonien de la zone euro. Oui, mais bon, on verra peut-être. Peut-être. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Mais pour revenir à la BCE, effectivement, soutiendra toujours et fera toujours ce qu'il faut pour éclater la zone euro. Mais il faudra qu'il y ait une réaffirmation de la volonté politique, et en particulier de ces transferts explicites. Entre États ou régions. D'où la double importance du 10 mars, meeting à Francfort du Conseil des gouverneurs et début d'un sommet européen sur l'avenir du pacte de stabilité et croissance convoqué par la présidence française. La présidence française, alors, je le mentionnais, 2012 c'est de les 5 présidents. On aurait dû finir l'union bancaire dans 3 ans, à la fin de la décennie. On a fait guère de progrès, pour être honnête. Pareil sur l'union budgétaire. Mais tout ça, ces progrès n'ont pas été faits aussi parce qu'il y avait la BCE qui était là pour calmer toutes les plaies. Maintenant, on voit bien, il y a peut-être une autre séquence où le là, il devra être donné par les politiques. Comment vont les marchés? Alors, je regarde plus largement la situation en intégrant la Fed également au débat. Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour être aussi large sur la Fed que sur la BCE, mais encore une fois, est-ce qu'au moins le début du processus de normalisation de politique monétaire est bien intégré par les marchés qui comptent, de crédit, les marchés actions? On a vu quand même des corrections de multiples importantes. Est-ce que c'est déjà suffisant? Ou est-ce que non, il y a encore peut-être de l'ajustement à attendre de ce point de vue-là? Benoît. Je pense qu'une bonne partie est maintenant intégrée par le marché. Il y avait pour nous un des gros facteurs de volatilité
à peu près partout, et même sur les actions, c'était le fait qu'il y ait ce décalage entre ce qu'on attend de ce que va faire la Fed, maintenant la BCE, et les attentes du marché. La Fed a donné le sentiment, avec son revirement qui est quand même assez rapide, de s'aligner finalement sur ce qui était attendu par le marché. Là, on voit que ce qui vient de se passer avec les tout dernières les minutes, on voit que c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que ça a été perçu comme marginalement plus dovish. Et donc, du coup, c'est les marchés qui se sont un peu tempérés et sont venus sur les anticipations de ce que va faire la Fed. Et ça, c'est plutôt rassurant parce que c'était justement ce décalage, c'était pour nous une vraie source de volatilité. On resserre un peu le chemin, là. C'est ça, exactement. Donc, ça montre que la visibilité est peut-être en train de s'améliorer. Alors, je ne dis pas qu'elle est idéale. Et nous, dans notre scénario, on s'est fixé comme catalysant de rester plutôt prudent jusqu'à ce que ce processus de resserrement monétaire aux États-Unis démarre véritablement. Et d'ailleurs, avec l'époque Yellen, c'était un peu ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'on a eu une phase de volatilité au moment où on allait lancer ce processus. Une fois que le processus a été lancé, les marchés ont repris un trend plus linéaire, moins volatile, un peu plus normal. Et même ce qui préoccupe beaucoup les investisseurs, notamment sur les actions, c'est ces grosses rotations sectorielles qu'on a depuis le début de l'année, qui sont extrêmement violentes. Même chose, à l'époque Yellen, c'est à partir de ce moment où on a lancé enfin ce processus qu'on a eu de nouveau une rotation. En tout cas, je pense que ce qu'on vit depuis le début de l'année n'est pas le reflet de ce qui va se passer dans l'intégralité de l'année. Voilà, très clairement. On va extrapoler le mois de janvier sur l'ensemble de l'année. Si on regarde notamment les corrélations, notamment chez les marchés equity avec les marchés de taux, il y a un régime qui n'est absolument pas tenable. C'est-à-dire que vous avez tout simplement deux secteurs qui profitent de la hausse des taux longs, c'est le pétrole et encore marginalement les financières. Ça, c'est un régime qui est absolument pas tenable en réalité. Donc à un moment, ça va se normaliser. C'est une phase de volatilité qui est assez classique. Et puis ensuite, on va passer dans en fait le vrai sujet, dans le débat. Est-ce qu'on va finalement aboutir à une erreur de politique monétaire ou pas? En réalité, on a beaucoup parlé du risque d'erreur de politique monétaire l'année dernière et l'année d'avant. Pas du tout. Je pense qu'on y entre seulement. Et c'est dans les 2 ans où on va discuter de ça. Est-ce qu'on ne resserre pas trop par rapport à une croissance qui finalement va freiner? Et aux États-Unis, elle va freiner quand même assez significativement. Et resserrer trop aux États-Unis, ce serait à partir de combien de hausses de taux pour vous aujourd'hui, Benoît? Ce qui reste encore assez hypothétique. Qu'est-ce qui vous paraît être quasi acquis, garanti? Qu'est-ce qui vous paraît peut-être encore discutable, débattable, avec une clause de revoyure peut-être en juin, juillet également pour le processus de normalisation de la Fed? Ça semble très difficile à dire puisque, encore une fois, dans ces phénomènes d'inflation auxquels on est confronté, il y a toute une partie qui doit s'atténuer. Et nous, on reste sur un scénario où ça va se calmer en partie cette année, mais qui est extrêmement difficilement mesurable. Nous, en fait, ce dont on est convaincu, c'est qu'en réalité, c'est tout simplement le freinage du cycle qui va tempérer ces problématiques d'inflation. C'est pas l'action de la Fed. La Fed, en réalité, va pas se montrer restrictive, elle va être tout simplement un peu moins incommodante. On va avoir des taux réels qui vont rester négatifs même s'ils s'ajustent. Donc pour nous, c'est pas ce sujet-là. Encore une fois, si la Fed voulait vraiment tuer l'inflation, vu le niveau actuel, elle doit tuer la croissance immédiatement et avoir des taux extrêmement élevés. C'est pas du tout son rôle, c'est pas du tout ce qu'elle va faire. Donc nous, on est assez convaincus qu'au final, une bonne partie de ce resserrement peut se passer sans trop de soucis pour les marchés parce que l'économie est quand même finalement assez solide, qu'on est dans le scénario d'un ralentissement de l'économie mais sur des niveaux très élevés et d'un retour à la normale, pas du tout dans l'anticipation immédiate d'une récession. Sinon, d'ailleurs, les marchés actions, ils ne seraient pas en correction pour la tech de 10%. On serait à moins 30 en réalité depuis le début de l'année. Enfin, c'est pas du tout la configuration. Et puis on ne verrait pas les composantes les plus cycliques du marché action être les plus porteuses. Exactement. En revanche, ce qu'on pense, et justement ce décalage sur la fin du scénario des dot plots de la Fed, on pense que la Fed aura du mal à aller jusqu'au bout de ce qu'elle compte faire dans ses projections, qu'à un moment elle sera rattrapée par le cycle qui freine et que justement on évitera les resserrements excessifs qu'on avait pu et là on retrouvera réaliser. Une Fed précautionneuse, prudente. Je pense, effectivement. Sur les aspects de marché, comment le marché est préparé là selon vous, y compris alors normalisation de la Fed qui semble déjà acquise au moins pour le mois de mars. Oui. Zakaria. Là on est plus avancé dans la phase de normalisation que la BCE. Donc sur la Fed, on y est. En fait, on s'attend à ces hausses-là. Même si elle prend le côté le plus dovish et qu'elle ne hausse même pas les taux en mars, mais elle a amorcé le système. Donc oui, on va avoir des hausses modulo une catastrophe, une guerre par exemple. On a amorcé, le cycle de hausse des taux aux US va être amorcé. C'est totalement justifié, c'est en partie absorbé par le marché. On sait que toutes ces phases de transition, comme c'était souligné,
les phases de transition sont plus volatiles sur l'ensemble des classes d'actifs parce qu'on ne se rend pas compte justement de l'amplitude, de la vitesse de mise en place de cette normalisation-là. Mais on voit sur les marchés de taux, sur le marché du crédit, que en fait, une bonne partie de cette normalisation est déjà prise en compte. Là, la surprise qui peut venir sur le marché, c'est vraiment une Fed plus dovish. Parce que, en fait, le pricing de marché est allé loin. Même 50 points de base en mars, ça serait pas, ce serait plus un choc de marché en fait. 50 points de base en mars. Maintenant, en fait, après les minutes d'hier, on commence à se dire, finalement, c'était peut-être un poil trop agressif. C'est bien, ça met une limite quelque part alors. Tout à fait. On est bien d'accord, tout à fait. Mais quand on écoute les différents gouverneurs locaux, on est plutôt sur une hausse graduelle, donc de 25 points de base sur plusieurs meetings dans l'année. Ça semble plus absorbable par le marché, créer moins de volatilité. Effectivement, ce qu'on voit aussi, c'est que la volatilité implicite, donc le coût pour se couvrir contre les risques de taux à court terme, elle est au plus haut, depuis la crise sanitaire. Donc il y a vraiment cette incertitude à court terme, même si à moyen terme, le chemin il est quelque part tracé. Bon, le marché a conscience des enjeux, on va dire ça comme ça. Michel, vous aviez un point à relever. Oui, c'était juste sur l'argument que trop d'inflation, c'est déflationniste. Ou ça, fait, ouais. Alors, ça tue la demande, quoi. Ça tue la demande. Ça, c'est vrai que c'est une ponction sur le pouvoir d'achat. Mais après, je dirais que dans la situation actuelle, surtout si le pic d'inflation il est transitoire, l'argument, je trouve qu'il porte beaucoup moins. En tout cas, nous, d'après nos calculs, il va un peu empiéter sur la croissance du pouvoir d'achat. Parce qu'il y a la progression, surtout aux États-Unis, il y a des salaires, il y a des créations d'emplois. Donc, au total, confondant les deux, même si c'est négatif, c'est pas forcément négatif. Donc, le revenu divisé par l'inflation. Et puis, mais surtout, il y a beaucoup d'excès d'épargne accumulée. On parle de 11 points de PIB aux États-Unis. 11 points de PIB, mais c'est des sommes hallucinantes. Ouais. Moi, je le dis toujours, ça fait 5 à 6 ans d'année. Mais on sait que la distribution, encore une fois, est très différente d'une classe à une population à l'autre. Ça, on ne sait pas bien, justement. Et que sur les plus faibles revenus, moi, j'entends quand même qu'une partie de cette épargne a été déjà consommée, en partie, dans l'économie réelle. Aujourd'hui, pour les plus hauts patrimoines, c'est de l'argent qui est bloqué, placé, et c'est fini. Alors, il reviendra pas dans cet l'économie. argument, il n'est pas établi du tout. Alors, il n'est pas établi du tout parce qu'en fait, alors effectivement, il est très vraisemblable pour les classes moyennes les plus inférieures, les 2-3 premiers déciles, les gars, parce que ce sont des ménages qui n'ont pas pu épargner, d'accord. Mais que ce soit concentré sur les 10, c'est un argument qui, à mon avis, est peu probable. On verra après. Mais pour une raison simple, c'est qu'on sait, là, on peut l'observer, c'est que vous avez à peu près 60% de l'épargne aux États-Unis. C'est vrai aux États-Unis comme en France d'ailleurs. Qui est sur des comptes de dépôt, des comptes épargne, genre les livrets A, quoi. Mais ça, quelle est la part de ça qui est dans les patrimoines élevés? C'est une petite partie de l'épargne. On sait que quand c'est sur des comptes courants et l'épargne accumulée, donc les 60% des 11 points de PIB dont je parle, ils sont sur l'épargne courante. C'est sur l'équivalent des livrets. Vous dites qu'il ne faut pas attendre que l'inflation élevée ralentisse la croissance d'elle-même, quoi. C'est pas évident. Je pense que la classe moyenne, il y a de fortes raisons de penser, quand vous regardez, voilà, si vous faites ce constat, il y a de fortes raisons de penser que la classe moyenne, celle qui consomme, qui voyage, qui dépense des services, elle a accumulé beaucoup d'excès d'épargne, mais qui représente tellement d'excès d'épargne que ça représente plusieurs années de croissance. On parle de quand même 5 années de croissance, quoi. Donc c'est avant que ça choque une année, que ça nous amène en récession. Vous imaginez la taille des chocs d'inflationnistes qu'il faut. C'est les ordres de grandeur. L'argument en vrai, il va en soi, mais quand on a un matelas accumulé comme ça change quand même beaucoup la donne. Restons sur l'idée qu'on a un réservoir de 5 ans de consommation aujourd'hui sur les comptes courants aux États-Unis et en Europe. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir participé à la discussion de ce soir, au débat de ce soir. On voit effectivement que toutes les vues ne convergent pas forcément sur cette question de l'inflation et des politiques monétaires. Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale CIB, était avec nous. Benoît Pelloual, stratégiste de Vega IM, et Zakaria Darwish, responsable des solutions d'investissement taux et crédit de CPR Asset Management.